Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 7e numéro, je vais décrire le cycle de vie d'une norme. Quelques rappels pour démarrer ce numéro de podcast. Donc, les normes internationales sont élaborées par l'International Standard Organization, ou ISO. La norme est un outil coproduit collectivement et d'application volontaire. Ce sont les acteurs du marché qui proposent sa création, qui l'élaborent, qui la valident et qui l'appliquent. Je vous renvoie donc au numéro précédent qui répondait à la question « Qu'est-ce qu'une norme ?» Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça va être le dernier numéro sur la partie normative. Alors, j'y reviendrai certainement plus tard, car la vulgarisation et la pédagogie, c'est aussi rappeler les choses pour aider à leur appropriation. Donc, je reviendrai dessus de temps en temps pour un petit peu faire des piqûres de rappel. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est donc le processus d'élaboration, de revue et de mise à jour des normes, donc leur cycle de vie finalement. Quelques généralités pour commencer. Donc, la création d'une norme dure. C'est une fréquence variable de quelques mois à quelques années, jusqu'à 3 ans, ça s'est déjà vu. Et avant d'être homologuée, la norme est soumise à l'approbation du public. La norme, c'est un outil qui est évolutif. Donc le processus de révision des normes passe par une révision systématique tous les 5 ans, ce qui permet à l'ISO de s'assurer que les documents et les publications sont toujours bien à jour, mais ça permet aussi d'ouvrir le débat sur une éventuelle évolution, mise à jour ou suppression de la norme, puisqu'on est dans une volonté d'amélioration continue, de s'améliorer de façon permanente, afin d'être toujours au plus proche de ce qui se fait dans la réalité. Quand je disais que c'était un outil qui était évolutif, par exemple, la norme ISO 9001, donc celle relative à la qualité dont je parle assez régulièrement, a connu plusieurs révisions depuis sa création en 1994. Elle a été révisée en 2000, donc on a la version 2000 de la norme ISO 9001, on a la version 2008 de cette même norme, et celle actuellement en vigueur au moment où j'enregistre ce podcast, c'est la version de 2015, donc qui a été mise en application depuis septembre 2015. C'est également le cas pour la norme ISO 14001 relative à l'environnement, qui a donc été révisée en 2015. Et enfin, l'ISO 45001 a, elle, été créée en 2018. C'est la norme relative à la santé et sécurité au travail. Alors, juste une petite aparté, c'est une norme qui a été créée, mais qui est l'évolution de normes qui existaient déjà. Mais l'ISO 45001 a, elle, été réellement créée en 2018. Toujours au rayon des généralités, un sujet de norme peut être proposé par toute personne ou organisation. Et donc cette proposition est soumise à une commission de normalisation regroupant toutes les parties prenantes du secteur donné et concerné et va suivre un processus que je vais détailler juste après. En effet, les normes ISO font l'objet d'un processus d'élaboration et de révision relativement complexe. Du moins pour les novices qui ne connaissent pas ce type de fonctionnement, ça ne sort pas d'un chapeau comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un enchaînement d'étapes qui se succèdent pour arriver à une norme validée et publiée. Les éléments de base de ce processus sont les comités techniques et les sous-comités de l'ISO. Donc les comités techniques sont en anglais les TC et les sous-comités SC. Le bureau technique de l'ISO est divisé en 201 comités techniques, chacun chargé d'un domaine particulier. Le comité regroupe à la fois des experts de la normalisation, mais aussi des personnes issues des différentes industries et services, mais également des gouvernements, et certains membres peuvent être des auditeurs ou des consultants. À titre d'exemple, le comité technique 176 est celui relatif au management et à l'assurance de la qualité. Et puis j'en prends un autre, le comité technique 94 est relatif à la sécurité individuelle sur les vêtements et les équipements de protection. Donc vous voyez que chaque comité a bien sa spécificité. Et donc le processus d'élaboration de normes se découpe en 5 différentes phases que je vais vous énumérer là tout de suite. Donc il y a la proposition, la préparation, la phase de comité, la phase d'enquête et enfin la phase d'approbation. Alors si je rentre un petit peu dans le détail de ces phases, donc la proposition, une proposition de rédaction ou de révision d'une norme est rédigée à partir d'une demande d'un organisme national adhérent à l'ISO, d'un comité technique ou d'un sous-comité, du secrétariat général de l'ISO directement ou d'une organisation en liaison avec l'ISO. Je vous disais que beaucoup de personnes pouvaient être à l'initiative d'une rédaction ou d'une révision d'une norme. Vous en avez l'exemple avec ce que je viens de vous citer.
Et donc cette proposition est en général effectuée parce qu'un besoin a été exprimé par un secteur de l'industrie. En général, ça ne sort pas, comme je vous disais, du chapeau, c'est parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin de créer une nouvelle norme par rapport à de nouveaux besoins, à de nouvelles activités, à de nouveaux fonctionnements dans l'industrie. Effectivement, l'industrie de 2020 qu'on connaît actuellement n'est pas la même que celle des années 80, donc forcément, il faut faire évoluer tous les processus de management, encadrant, management ou technique, encadrant l'activité des entreprises et des secteurs industriels. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de secteur industriel, etc. Il y a des normes aussi pour des services. Il n'y a pas que des produits, il y a aussi des services pour du tertiaire. Ça peut exister également. La seconde phase d'élaboration d'une norme, c'est la phase de préparation. C'est la phase de rédaction du projet de norme proprement dite. Donc à partir de la proposition, le comité technique ou le sous-comité concerné constitue un groupe de travail formé d'experts qui sont nommés par les comités nationaux. Ce groupe de travail est piloté par un chef de projet qui coordonne un petit peu tout ça. Et ce groupe de travail rédige un projet de norme qui est appelé Committee Draft ou CD, bien sûr, si on ne prend que les initiales, ce qui est le projet de comité finalement. La phase de comité, c'est le stade principal où les observations et les remarques des organismes nationaux sont prises en compte. C'est la phase clé, c'est une phase de recherche de consensus. C'est un fonctionnement qui est itératif jusqu'à obtention de ce consensus. Alors itératif, c'est un mot, on n'est peut-être pas tous familiers avec ce mot-là, mais c'est un fonctionnement par répétition d'action finalement, par des cycles d'échange, voilà, et on progresse petit à petit, pour résumer un petit peu l'idée. Dans cette phase de comité, le secrétariat du comité fait parvenir aux comités nationaux participants, c'est-à-dire dans chaque pays, il fait parvenir le projet. Les comités nationaux ont 3 mois pour faire part de leurs votes, de leurs commentaires, de leurs avis, de leurs compléments. Donc ces comités ont pour mission de regrouper et consolider les commentaires au niveau de leur pays afin de faciliter leur revue par le comité technique. À partir des retours qui lui sont faits, le comité ISO peut soit proposer une nouvelle version révisée du projet aux organismes nationaux, s'il y a des besoins encore d'améliorer le projet, etc. Donc on repart dans la phase de recherche de consensus qui était citée tout à l'heure. Il peut, ce comité, réexaminer le projet en réunion de comité technique ou de sous-comité, ou bien valider le projet et le faire avancer à la prochaine étape, qui est l'étape d'enquête. Alors une fois que le projet est validé, il est appelé DIS pour Draft International Standard. Le document porte une référence de type ISO/DIS, puis le nom de la norme. Donc ISO/DIS 9001, si on parle de celle du management de la qualité. Donc quand on arrive à la phase d'enquête, le DIS est diffusé aux comités nationaux qui disposent de 5 mois pour voter, positivement, négativement ou en s'abstenant, et émettre des observations. Donc la consultation en France est ouverte à tous sur le site norminfo.afnor.org. On parle d'enquête publique. Les avis et commentaires sont ensuite étudiés lors d'une réunion de dépouillement et la position française finalisée est ensuite défendue au niveau international. Alors c'est valable pour chaque pays. Là, je vous donne l'exemple de la France parce que moi, c'est celui dans lequel j'évolue. La phase de vote, dans cette phase d'enquête, ce qu'il faut savoir, c'est que le vote négatif doit être systématiquement accompagné de remarques techniques. On ne dit pas juste « je suis opposé » parce que je suis opposé. Il faut expliquer le pourquoi du comment avec des remarques techniques. Un projet est adopté si une majorité des 2/3 des votes exprimés sont favorables et si les votes défavorables ne dépassent pas le quart des votes exprimés. Là, c'est tout un mécanisme de fonctionnement pour vous dire qu'il y a des règles bien précises pour dire si c'est validé ou si ça ne l'est pas. Si le projet est adopté et qu'il y a cependant des votes négatifs qui apparaissent, c'est possible, il doit passer par une phase d'approbation qu'on verra ensuite. Si aucun vote négatif n'est exprimé, le projet est validé et peut ensuite être publié. En cas de vote défavorable, le secrétariat du comité a plusieurs choix. Diffuser un projet révisé, renvoyer un projet en comité ou l'examiner, ce projet, en réunion. Voilà. Donc globalement, voilà, vous avez plusieurs cas de figure qui se proposent. Et le projet DIS qui est validé devient ensuite un projet FDIS, pour Final Draft International Standard, qui porte la référence donc ISO/FDIS, puis le numéro de la norme concernée. La dernière phase qui intervient, c'est la phase d'approbation. Donc le projet de FDIS est de nouveau soumis au vote une dernière fois auprès des organismes nationaux, qui ont cette fois un délai de 2 mois pour s'exprimer. Et selon le résultat du vote, le projet est adopté et envoyé à la publication, ou alors le projet est renvoyé en comité pour examen si l'avis est négatif et défavorable. Dans ce cas, le comité peut alors décider soit de proposer un nouveau projet,
soit vraiment, s'il y a trop de blocage, d'annuler le projet purement et simplement. Une fois qu'elle est finalisée, la norme volontaire est publiée, en France par l'intermédiaire de l'AFNOR, et est utilisée par des professionnels, qui ont 3 ans de période de transition pour passer à la nouvelle version, si c'est le cas d'une évolution. Alors là, je vous parlais du processus d'élaboration d'une nouvelle norme, par exemple. Ça fonctionne pareil pour les révisions, parce que justement, il y a des révisions dans les normes. Une norme n'est pas gravée dans le marbre ad vitam aeternam, elle sera révisée régulièrement, comme ça a été évoqué au début du podcast. Et d'ailleurs, actuellement, je trouve que la révision des 3 normes de management QSE que j'évoque souvent, donc la 9001, la 14001 et la 45001, sont vraiment adaptées au pilotage des entreprises. Alors ça n'a pas toujours été le cas, je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais en tout cas actuellement c'est facilité par la structure commune des 3 normes, dite HLS, pour High Level Structure, donc une structure de haut niveau, ce qui fait que finalement c'est l'entreprise qui crée un système de management adapté à sa réalité, à son contexte, pas comme on l'a connu par le passé, l'entreprise qui doit s'adapter aux exigences de la norme, parfois peu en lien avec la réalité de l'activité. C'est vraiment la différence entre le cadre et le carcan que j'évoquais dans l'épisode précédent. Et justement, cette espèce de carcan qu'on a connu à l'époque des normes dans les années 90-2000, c'est une étiquette dont on a du mal à se défaire et qui véhicule encore aujourd'hui une mauvaise image des normes ISO en général. Donc voilà qui conclut cette petite série de podcasts dédiés aux normes dans leur ensemble, sous forme de généralité. Alors ça rentre peut-être un petit peu dans les aspects techniques pour certains, peut-être que c'est un petit peu survolé pour d'autres. J'essaye de jauger, mais en même temps, j'essaye aussi de poser les bases de ce qui me paraît être important par rapport à toutes ces démarches. Je reviendrai dessus certainement à l'avenir. Si certains sujets n'ont pas été très très clairs pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, avec De l'huile dans les rouages, ou Nicolas Frébourg, vous me trouverez aisément. Je n'ai pas d'autre pseudo que ça. Abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préférée, ou directement vous pouvez écouter sur le site De l'huile dans les rouages, donc deluiledanslesrouages.fr. Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue, vous retrouverez le podcast mais aussi des articles et de la veille. Si vous avez certains sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, faites-m'en part, peut-être que je les ai déjà identifiés mais ça pourra peut-être les faire venir plus rapidement dans le fil des émissions. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ce podcast auprès de personnes qui pourraient être intéressées et aider à faire connaître ce projet et à le faire grandir. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.